Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Alors, vous ne pouvez pas nous répondre avec le micro, mais vous pouvez nous répondre dans le chat, sur la boîte à droite de l'écran. Bon, apparemment, ça fonctionne bien. Bonjour à tous. Ah, il y a des têtes connues, enfin des têtes, je ne les vois pas, mais… Des noms connus. Des noms connus qui reviennent, qui étaient déjà là la semaine dernière. Bienvenue à tous. Donc, vous pourrez nous poser vos questions tout au long du live dans le deuxième onglet, juste à côté de l'onglet chat, le deuxième onglet, donc l'onglet questions, et non dans le chat. Pensez bien à les mettre dans l'onglet questions. Bonjour Adrien, bonjour Ada, bonjour Pascal. Allez, on va attaquer. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième live organisé par Simulassure. Donc moi, c'est Kenji, je suis directeur commercial de la société. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. C'est quelle perspective pour le marché de l'immobilier après déconfinement? Donc, sont présents aujourd'hui des professionnels, des particuliers et des journalistes. Avant tout, j'espère que vous allez bien dans cette période si particulière. Le Covid nous a tous touchés, de près ou de loin. Et c'est à la santé qui s'est d'abord attaqué. Donc, j'en profite pour rendre un hommage sincère au personnel de santé et à tous ceux qui nous ont permis de pouvoir avoir une vie presque normale pendant le confinement. La deuxième victime du Covid, c'est l'économie. Et notre marché de l'immobilier, dans sa globalité, il n'a pas été épargné. J'imagine qu'on a eu tous la même pensée. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai eu. Et pourquoi je n'ai pas pensé à créer une société de production de masques FFP2 ou de gel hydroalcoolique? C'est sûr que ça allait arriver un jour. Rappelez-vous tous votre soirée du Nouvel An. On s'est tous souhaité une belle année 2020, la santé, parce que c'est important, la santé, et beaucoup de réussite dans les affaires. Je pense qu'il est très important d'y croire et de faire en sorte que ces vœux se réalisent. Et je pense que c'est collectivement, en collaborant ensemble, qu'on pourra y arriver. Notre marché, c'est celui de l'immobilier, ce n'est pas celui de l'immobilisme. Et on s'est tous adaptés. On a échangé très régulièrement avec des confrères en assurance, avec des partenaires courtiers, avec des agents immobiliers. Il y a des histoires difficiles, mais il y a aussi des belles histoires. Beaucoup ont profité de cette période d'accalmie forcée pour prendre du recul sur leur activité. Et ce temps, il a permis de redéfinir leur stratégie pour certains, de se former pour d'autres, ou encore de fidéliser leurs différents partenaires. Comment ils ont fait? Tout simplement en prenant des nouvelles, en échangeant, en s'intéressant aux problématiques et aux opportunités des autres. On est proche des acteurs de ce marché avec plus de 15 délégués régionaux de proximité. Nous, ce qui nous anime chez Simulassure, ce n'est pas juste de distribuer des contrats d'assurance emprunteur, mais surtout de faire partie intégrante d'un marché beaucoup plus vaste avec ces différents acteurs. On l'aime ce marché et à nous tous, on rend les rêves de nos clients possibles. C'est pourquoi on œuvre depuis quelques années maintenant à créer des synergies entre les différents acteurs, au local ou au niveau national. Aujourd'hui, on a trouvé intéressant de réunir 3 experts de 3 métiers différents, mais complémentaires sur le marché de l'immobilier. Ce sera une conversation ouverte à laquelle vous êtes tous invités. Vous pouvez poser vos questions, comme je vous l'ai dit, dans l'onglet questions. Et on peut aussi vous faire intervenir sur le plateau à la fin du live si vous avez des informations intéressantes à partager. Précisez dans l'onglet questions dans ce cas-là si vous souhaitez intervenir. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir à nos côtés donc Sandrine Alonier, qui est porte-parole de Vous Financer, groupe ASU 2000, qui est un réseau national de courtage en prêt. On a Astrid Cousin, porte-parole du groupe Magnolia Simulassure, qui est première marketplace multimarque indépendante en assurance emprunteur. Et enfin, Gabriel Pacheco, cofondateur de Safety, réseau national de conseillers indépendants en immobilier. Ils vont vous présenter leur analyse sur 3 points. Donc, la première, de faire le bilan du confinement. Le marché de l'immobilier a-t-il vraiment été à l'arrêt? Ensuite, on verra comment réenclencher la reprise. Et enfin, on verra le marché de l'immobilier demain, les enjeux et les perspectives. Donc, on va commencer par la première partie et je vais vous laisser faire le bilan de ce confinement. Est-ce que le marché il a été vraiment à l'arrêt pendant cette période? Gabriel? Est-ce qu'il a été à l'arrêt? Évidemment qu'il a été quasiment à l'arrêt pour la bonne et simple raison qu'en étant confiné, c'est évidemment très compliqué de faire des visites et d'exercer son activité de manière normale. Nous, au sein de Safety, on est un réseau donc de conseillers de 4300 conseillers partout en France. Donc, la spécificité d'un réseau de conseillers indépendants, parce que tous ne connaissent pas le modèle, c'est que ce sont des conseillers indépendants de proximité et qui travaillent depuis chez eux.
en utilisant toute la force de la plateforme Safety et du digital. Donc, ces conseillers-là, on en a profité d'abord pour les former parce que ça a été donc une période un peu spéciale et ça a été pour nous l'occasion de les faire progresser, les faire monter en compétences. On a assuré un peu plus de 220 formations et il y a eu 23 000 participants en formation, donc ça fait pour 4 300 conseillers, ça fait à peu près 6 formations en moyenne par conseiller et pour certains beaucoup plus que ça. Donc, c'était un temps de formation, c'était un temps de coaching et ça a été aussi un temps de préparation à la reprise qui va démarrer dans les jours à venir. Alors, on n'a pas perdu complètement cette période en termes de chiffre d'affaires. Hein, je sais que chez nos confrères, les chiffres sont à peu près similaires. On a quand même fait, c'est assez magique de le dire, mais près de 20% du chiffre d'affaires habituel grâce aux technologies de l'information, grâce à la signature à distance de certains actes, etc. Mais c'est vrai que ça a été une parenthèse très spéciale, comme dans beaucoup de secteurs d'activité d'ailleurs. Ok. Ouais. Alors, en effet, pour compléter, puisque nos métiers sont complètement complémentaires, hein, vous dans la transaction, moi dans les demandes de crédit, donc on a eu un marché sur pause pendant ces presque 2 mois de confinement, avec une baisse des demandes de prêt de 80%. L'arrêt a été assez rapide à la mi-mars et je dirais que la pause a duré jusqu'au début du mois de mai. Depuis le mois de mai, on sent un certain frémissement, mais on y reviendra dans une partie ultérieure. Mais ça fait quand même globalement 1 mois et demi de pause pendant laquelle notre travail, puisque donc nous avons 200 agences de courtage en crédit immobilier réparties dans toute la France, notre travail a été de faire avancer les dossiers de nos clients qui étaient en cours. Puisqu'en janvier, février, il y avait eu énormément de demandes de prêts. L'année avait commencé sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, on espère que c'est ça qui nous sauvera. En tout cas, sur le premier trimestre, vraiment, les 2 premiers mois ont été exceptionnels. Donc, notre objectif a été de faire avancer les dossiers de prêts en cours, de garder surtout un contact avec nos partenaires agents immobiliers, mais surtout nos partenaires bancaires, puisque les banques ont été soumis aux mêmes contraintes sanitaires que nous, c'est-à-dire restez chez vous. Et les banques ont vu leur personnel souvent évidemment confiné, mais avec pas toujours la possibilité de traiter les dossiers à distance. Donc finalement, ça nous a tous donné un petit peu l'humilité et l'envie de digitaliser davantage nos métiers. Et c'est ça qu'on retiendra de ce confinement, c'est que même si on a un métier où l'humain est essentiel, puisque lorsqu'on achète un bien immobilier, c'est l'achat d'une vie, ça demande énormément d'accompagnement, de conseils, ça peut être un projet très stressant. Donc c'est un métier dans lequel l'humain est essentiel, mais on se rend compte que dans des périodes comme ça, on doit être capable de traiter ça à distance. Donc nous, c'est ce qu'on a tenté de mettre en place avec plusieurs services, comme la possibilité à distance de faire évidemment des évaluations de capacité d'emprunt, mais également des visios, et puis surtout garder le contact avec les banques, informer nos clients des éventuelles hausses de taux, parce que malheureusement, il y en a eu, et surtout informer les gens aussi de la possibilité d'à nouveau déposer des dossiers de prêt depuis maintenant 15 jours pour pouvoir relancer la machine au moment où ce sera possible, c'est-à-dire dès lundi. Ok. Alors. Donc. Hop, j'ai agrandi ma petite fenêtre. Donc, côté assurance emprunteur, c'est vrai que nous, on a connu 2 tendances très différentes avec notre activité B2C avec Magnolia et B2B avec Simulassure. C'est-à-dire que pour nous, le marché des particuliers, il a été très actif pendant le confinement et je dirais même plus du fait du confinement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les particuliers, ils ont eu le temps de revoir leurs dépenses avec la volonté de récupérer le pouvoir d'achat. Et finalement, qu'est-ce qu'est la dépense principale d'un particulier propriétaire ? Ça va être son crédit immobilier. Et donc, pour lui, l'idée, c'était de faire baisser ses dépenses, donc ses mensualités. Et les mensualités de son crédit, comment la faire baisser assez rapidement ? C'est en changeant quand même son assurance de prêt, qui est un gros levier d'économie. Donc, peut-être pour ceux qui repoussaient le projet de changer d'assurance depuis quelques temps, ou pour tous ceux qui ont été informés, en fait, surtout par la presse pendant le confinement, c'était vraiment le moment idéal et ça a été frappant chez Magnolia puisque les demandes de changement d'assurance de prêt ont augmenté de 30% par rapport à la période avant, en mi-mars. Donc, si hier, par exemple, on faisait vraiment 50% de notre business, c'était les nouvelles acquisitions et 50% était le changement d'assurance de prêt, là, on est sur un ratio aujourd'hui qui est 75%. C'est le changement d'assurance de prêt et 25%,
la nouvelle acquisition. Donc, nous, ça a profondément transformé notre business. En revanche, c'est vrai qu'en B2B, avec Simulassure, on a quand même une perte importante de l'activité, de la hauteur de 50% à peu près. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des courtiers en crédit qui représentent une grande partie de nos partenaires, ils ont finalement travaillé peu ou pas, parce que pas de nouvelle acquisition et ils ne sont pas encore vraiment très impliqués pour différentes raisons dans la pratique du changement d'assurance. En revanche, les courtiers en assurance, eux, ils ont largement profité de ce moment pour mettre un coup d'accélérateur sur toute la problématique des changements d'assurance de prêt. Et ça nous a quand même permis de maintenir une activité, eux comme nous d'ailleurs. Donc, en fait, c'est vraiment le marché de la reprise d'assurance qui a maintenu le marché de l'assurance de prêt à flot. Mais ça n'aurait jamais été aussi facile si on n'avait pas eu quand même quelques coups de pouce. Déjà, les délais de résiliation ont été prolongés. Et surtout, les compagnies d'assurance, elles ont largement facilité les souscriptions à leur contrat avec une suppression de beaucoup de formalités médicales pour les prêts jusqu'à 700 000 euros et également pour les seniors qui aujourd'hui n'ont plus besoin de passer des prises de sang médicales dans le cas où ils sont des prises de sang tout court, excusez-moi, dans le cas où ils sont en bonne santé. Donc, en fait, tout ça, ça a permis de finaliser les souscriptions sur les nouveaux crédits pour ne pas briser la chaîne de l'IMO, mais ça a surtout permis aux Français de récupérer du pouvoir d'achat facilement, en fait, avec cette action très simple du changement d'assurance. Voilà. Merci. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Nicolas, qui est bon contributeur de questions. Nicolas qui nous pose la question suivante. Concrètement, pensez-vous ou savez-vous que les grosses banques prêteuses vont recommencer à recevoir et étudier des dossiers d'emprunt? Alors, donc on a vu évoluer le positionnement des banques durant ce mois et demi de confinement. Au début du confinement, les banques ont dû s'adapter et comme elles avaient énormément de dossiers dans les tuyaux, la plupart nous ont dit on ne peut pas continuer et on ne peut pas accueillir les nouveaux dossiers de prêt. On doit d'abord s'occuper du stock et faire avancer les dossiers en cours. Les banques avaient aussi la grosse préoccupation de gérer les dossiers de leurs clients et les demandes de leurs clients. On a eu énormément de demandes de report, de modulation des échéances, donc soit la possibilité de suspendre son crédit pendant plusieurs mois, soit de diminuer la mensualité. Donc voilà, les banques ont priorisé là-dessus. Et une fois qu'elles avaient pu gérer les problématiques de leurs clients, mais aussi des entreprises, puisqu'elles ont fait un énorme effort en accordant tous les prêts garantis par l'État. Donc, une fois que les banques ont pu gérer ça, elles se sont attelées à accueillir des nouveaux dossiers de prêts qui, il faut dire, ont été assez peu nombreux, je le redis, essentiellement de la période de mi-mars jusqu'à fin avril. Et on voit à nouveau, depuis mai, une recrudescence des dossiers. Donc, globalement, pour répondre simplement, 80% des banques prennent actuellement les nouveaux dossiers de prêt, donc elles sont en ordre de marche pour la reprise de l'immobilier. Mais évidemment, compte tenu du contexte économique actuel, elles sont plus sélectives. Certaines normes existaient déjà depuis la fin décembre. Pour accorder les crédits, les banques doivent respecter 2 critères essentiels, ne pas dépasser 33% d'endettement, ni 25 ans de durée de prêt. Et là, se sont ajoutés d'autres critères plus spécifiques à la période. Les banques sont désormais plus attentives, évidemment, à la situation de l'emprunteur, mais également à l'employeur de l'emprunteur, au secteur d'activité dans lequel il travaille, notamment tout le secteur hôtellerie, restauration, événementiel, aérien. Voilà, ce secteur-là, évidemment, est considéré comme plus risqué, mais elles sont aussi plus attentives à la qualité des biens financés en cas de baisse des prix. Donc voilà, donc on a des banques qui sont plus exigeantes, qui reprennent les dossiers, mais avec une sélectivité accrue, d'où l'intérêt, j'ai envie de dire, de passer par un courtier pour pouvoir vraiment savoir quels dossiers vont pouvoir passer ou pas et qui peut se faire financer ou non. Merci. J'ai une deuxième question de Nicolas qui nous demande pensez-vous que les taux d'emprunt pour les achats locatifs type Pinel vont augmenter ou descendre? Alors, sur les taux d'emprunt, on a de toute façon une hausse généralisée des taux qui tient évidemment à la situation économique. Certaines banques ont une perspective négative sur leurs notes dans les agences de notation. Donc ça a fait augmenter le coût des ressources qu'elles-mêmes acquièrent. Donc elles remettent cette hausse du coût du risque dans les hausses des taux des prêts. Donc globalement, il faut s'attendre à une hausse des taux de crédit
de 0,30 à 0,5 points, 0,30 à 0,5%. D'ici, c'est déjà le cas, mais ça va continuer, entre guillemets, on va rester sur ce palier-là. Donc, on pose des taux et attention pour les critères, les banques privilégient vraiment les acheteurs de résidence principale. Donc, on risque d'avoir un léger impact sur les investisseurs locataires, sur les investisseurs locatifs, puisque normalement, quand on fait un investissement locatif, on est déjà propriétaire de sa résidence principale. Donc, on peut avoir rapidement un décollage du taux d'endettement et les banques maintenant n'utilisent plus le mode de calcul le plus favorable en différentiel. Donc, très rapidement, on va avoir des refus de prêt pour des investisseurs locatifs à cause du taux d'endettement. Ça, malheureusement, c'est un problème majeur. Merci. Je vais prendre une autre question, une question de Marie, que je salue au passage. C'est une question pour Astrid. Donc, les facilités de traitement des dossiers médicaux vont-elles être arrêtées au 11 mai? Alors oui, on pense que ça va être arrêté. Le risque étant tout simplement trop grand aujourd'hui parce que là, en fait, on part sur une simple déclaration d'emprunteur qui dit ne pas avoir de problèmes médicaux et lui demander quoi que ce soit jusqu'à 700 000 euros et même pour les seniors, c'est totalement exclusif et en lien avec la crise qu'on vit actuellement et on ne pense pas que ça se maintiendra ou alors ce serait génial. Il y a quand même très peu de chance. En complément de ce que dit Astrid, là, en fait, pourquoi il y a eu ces facilités de mise en place au niveau des différentes compagnies? Et c'est pour éviter d'être complètement submergé de demandes à la fin du déconfinement. Là, ils vont pouvoir reprendre leur activité classique et du coup, ça a permis de ne pas être submergé à cette reprise, au déconfinement, et du coup d'avoir un flux global, un flux qui va être lissé dans le temps. Maintenant, oui, à mon sens, il n'y a aussi aucune raison valable pour lesquelles les compagnies vont garder plus longtemps ces dispositions particulières qui sont risquées pour elles. Et je vais prendre une autre question pour Astrid. Alors, bonjour. Dans le cadre de la loi Bourquin, pensez-vous que les banques vont desserrer les taux pour la délégation? Et quel est le taux de transformation des devis en changement d'assurance? Question de Jocelyn. Pensez-vous que les banques… Alors ça, on va en parler un petit peu à la fin. On pense en fait, on reviendra tout à l'heure, vous aurez plus de réponses à cette question, mais on pense en effet que les banques elles vont certainement resserrer les taux au moment de l'octroi du prêt, mais peut-être un petit peu plus flexible sur les demandes de résiliation parce que tout simplement la législation est en notre faveur. On y reviendra ensuite. Et le taux de transformation des devis, c'est-à-dire une fois qu'on envoie le nouveau contrat à la banque, on a à peu près 80% d'acceptation, 85% aujourd'hui d'acceptation. Voilà, et on a d'ailleurs gardé ce rythme pendant le confinement. Donc, jusqu'ici, à ce niveau-là, il n'y a rien à signaler de nouveau. Merci. Et donc, resserrer les taux, c'est bien les taux en un mot, hein, et pas en deux mots. Oui, bien sûr. Parfait. Bah, écoutez, on va continuer sur la deuxième partie. Donc, la deuxième partie qui est donc comment réenclencher la reprise. Hop. Et je vous laisse continuer. Gabriel, c'est à vous. Mais écoutez, comment on va réenclencher la reprise? D'abord, quelques chiffres sur le marché immobilier. On a les acheteurs qui sont toujours au rendez-vous, qui sont en train de revenir sur le marché. Il faut savoir qu'on est présent sur une centaine de portails en France parce que pour que les biens immobiliers de nos conseillers soient diffusés le plus largement possible, on est notamment présent sur Le Bon Coin avec 30 000 biens en permanence et on a eu au début du confinement moins 40% de visites sur Le Bon Coin, sur les annonces Stafti qu'auparavant et on est remonté progressivement comme ça, de semaine en semaine, et on est aujourd'hui à moins 12%. Donc, les acheteurs sont revenus sur le marché. Ça, c'est une première très bonne nouvelle. C'est vrai que pour ce déconfinement, on est dans une logique véritablement de travailler beaucoup plus à distance. C'est-à-dire que les acquéreurs, on les traite pendant le confinement grâce à des visites virtuelles, et on va continuer à les traiter aussi
post-confinement en faisant des pré-visites virtuelles parce que certains auront peur de venir faire des visites où il faudra qu'ils soient vraiment intéressés par les biens pour pouvoir accepter de se déplacer physiquement. Donc ça, c'est la première chose. On met en place donc des pré-visites de manière virtuelle. On a travaillé sur la fluidification au niveau de la partie information à transmettre au notaire. Donc, on a créé avec un partenaire une plateforme collaborative de recherche d'informations digitales pour pouvoir faire en sorte qu'on transmette ensuite aux partenaires notaires toutes ces informations-là et donc on gagne du temps et qu'on gagne en efficacité. Voilà ce qu'on a fait sur ces sujets-là. Merci. J'en ai fini. Et puis non, pardon, dernier point, ça c'est très important, mais ça me semble tellement évident que je n'allais pas l'évoquer. On est dans une situation, vous l'avez dit, tout le monde le sait, très particulière. On a évidemment créé des protocoles sanitaires tout à fait précis. Allô? Ah, je crois qu'on a perdu Gabriel. Ouais, moi aussi, j'ai eu un petit souci de connexion, mais ça s'est reconnecté. Bon, du coup, en attendant, je vais peut-être prendre le relais pour compléter ce qu'il a dit. Je pense qu'en effet, c'est le rôle des professionnels de l'immobilier de fluidifier cette reprise, parce que la première question et la première interrogation, c'est quand la reprise aura-t-elle lieu? Ce qui est certain, c'est que ce qui est certain, c'est que l'intérêt pour l'immobilier reste vraiment prégnant. Hein. On le constate aussi bien, Gabriel, dans ses chiffres que nous, dans le réseau Vous Financez. On a interrogé nos agences de courtage en crédit, donc nos 200 agences, et 37% des courtiers ont constaté une hausse des demandes depuis le 1er mai. Je pense que la date du déconfinement, le 11 mai, a redonné de la visibilité aux acheteurs et leur a permis de se reprojeter à nouveau et de pouvoir reprogrammer ou réactiver leurs projets. Et justement, parmi ceux qui nous ont recontactés, ceux qui nous ont sollicités pour des demandes de calcul de capacité d'emprunt, etc., eh bien, ce sont pour moitié des projets entamés avant le confinement qu'ils souhaitent réactiver et pour moitié de nouveaux projets. Donc, on sent bien que l'intérêt pour l'immobilier est toujours là. Donc, nous, notre rôle, puisque l'autre gros sujet, ça va être l'acceptation des banques. Est-ce que les banques vont accepter de financer ceux qui ont un projet immobilier? Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour que le marché reprenne, il faut lui redonner confiance. Donner confiance aux acheteurs, les rassurer sur leur capacité d'emprunt. Certes, les taux ont légèrement augmenté, mais une hausse de 0,30 n'est pas de nature à venir pénaliser la capacité d'emprunt. Il faut aussi les rassurer sur le chômage partiel. Hein. Les banques nous disent que une fois que la personne est revenue en activité complète, ce sera bien son salaire complet qui sera pris en compte et non le salaire au chômage partiel. Et il faut aussi rassurer les vendeurs, ceux qui vont mettre en vente leurs biens et qui vont souhaiter avoir de réels acheteurs finançables et pas seulement des touristes qui vont s'amuser à aller visiter des biens pour prendre l'air. Et là, donc, c'est pour ça que nous, on a lancé un service gratuit qui s'appelle le passeport emprunteur, où on reçoit les emprunteurs, où on les contacte à distance et ils nous envoient leurs 3 dernières fiches de paye, 3 derniers bulletins de paye, avis d'apposition. Donc, c'est vraiment une étude approfondie sur document de leur capacité d'emprunt. On leur délivre ce passeport avec un intervalle de financement et tout le monde est rassuré. On est certain qu'ils pourront emprunter. Donc là, dans l'exemple, entre 172 000 et 200 000 euros sur 20 ans. Et du coup, ça permet de faire une acquisition aux alentours de 200 000 euros à l'apport. Donc ça, je pense que nous, ce qu'on souhaite, c'est que voilà, on redonne confiance aux acheteurs comme aux vendeurs et qu'on fluidifie le marché pour ne pas perdre de temps au moment de la reprise. Gabriel, du coup, vous aviez été coupé, vous voulez peut-être compléter, je vous laisse la parole. Non, mais on est tout à fait d'accord, Sandrine. On a vu la demande qui remontait depuis 2 semaines notamment, et en particulier encore davantage cette semaine, à l'approche du déconfinement. Je pense que vraiment tout le monde est dans les starting blocks pour repartir sur ces projets. Donc, ce que je voulais dire dans la préparation de la reprise, c'est qu'évidemment, on est dans un contexte très particulier. On a mis en place un protocole sanitaire très précis, notamment pour les visites ou les prises de mandat en clientèle, avec des conseillers qui seront équipés évidemment de masques, de gants, de lingettes,
Chacun aura son stylo, bien évidemment. Il y aura évidemment une distanciation sociale d'au moins 1 mètre ou 1,50 m, 2 personnes maximum par pièce. Et c'est un protocole qu'on envoie à chaque client avant même chaque visite. Encore une fois, dans un effet à la fois de professionnalisme et de réassurance. Voilà ce que je voulais compléter. Pour moi, concernant l'assurance emprunteur, c'est vrai qu'étant donné qu'on est en bout de chaîne, pour l'instant, nous, on ne voit pas encore ce que vous voyez concernant les nouvelles acquisitions, puisque nous, on arrive bien sûr au moment plutôt de l'octroi du crédit. Donc pour l'instant, nous, c'est vrai que c'est tout le travail que vous allez faire, les agents IMO, les courtiers, les banques, qui vont nous permettre de nous réenclencher, on va dire 2-3 semaines, 1 mois après vous. En attendant, c'est vrai qu'on a décidé de se concentrer au maximum sur le changement d'assurance et d'optimiser toutes ces parties-là pour continuer à faire vivre nos courtiers partenaires. Voilà. Merci. On a beaucoup de questions. Alors, j'ai François qui nous demande: bonjour, au-delà de l'été qui semble s'annoncer être une période de rattrapage des dossiers en cours, que pensez-vous des perspectives pour septembre et le dernier trimestre? Qui veut répondre? Bon, je veux bien commencer. Donc, nous, on a justement interrogé nos agences de courtage sur l'horizon de reprise, puisque vous avez raison, c'est vraiment la question. Quand est-ce que cette reprise aura lieu? Puisque après les crises qu'on a pu passer 2008, 2012, qui, je le répète, n'étaient pas, enfin, je le dis, n'étaient pas du tout des crises de la même nature, puisqu'on était sur des crises bancaires, des crises où les banques ne souhaitaient plus prêter. Elles avaient fermé le robinet. Là, on est sur une crise sanitaire. Donc, si elle n'est pas suivie d'une crise économique, malheureusement, les risques sont grands. Bien, la reprise pourrait être plus rapide. Mais en tout cas, quand on interroge nos courtiers, d'après vous, quand le marché pourra reprendre, 30% disent qu'il va reprendre, qu'on va avoir une reprise de l'activité d'ici fin mai, 30% d'ici à l'été et 30% d'ici septembre. Il y en a seulement 10% qui pensent que la reprise se fera seulement en fin d'année. Donc là, en effet, vous avez raison, on risque d'avoir un peu un phénomène de rattrapage après ces 2 mois d'attentisme. Et peut-être que vous avez vraiment raison, puisque ce sera peut-être qu'après que finalement on aura l'effet qui se coule, si je puis dire, sauf que ce n'est pas du tout positif. Ou peut-être que là, on va avoir des licenciements, c'est là qu'on aura l'impact des licenciements, etc. Là, on a encore des gens qui touchent leurs revenus, pour la plupart, malheureusement pas les indépendants, mais on a encore une économie qui est soutenue, donc peut-être qu'on pourrait avoir l'effet après. Mais on a connu l'année dernière une année avec 1 million de transactions. Même si cette année, on tombe à 800 000 transactions, ça restera quand même une belle année. Et il ne faut pas comparer, évidemment, l'année 2020 à 2019, qui avait été une année record. Quand on part du plus haut, on risque forcément de tomber plus bas. Mais aujourd'hui, il faut apprendre à dire qu'on n'a pas de visibilité et on ne sait pas exactement comment ça se passera. Je ne sais pas si Gabriel a une autre vision plus prospective que la mienne. Bon, ce qu'on sait, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que chaque crise est différente. Celle-là est d'une nature encore très différente de la crise financière. On a évidemment très peu de visibilité sur ce qui peut se passer dans les prochains mois. Je suis aussi d'accord avec vous. On va avoir une année sur 10 mois parce qu'on a perdu entre guillemets 1 mois et demi, 2 mois. Donc probablement qu'on sera à 800 000 transactions en fin d'année. Mais ceci dit, en même temps, 800 000 transactions sur 10 mois, 10 mois et demi, c'est pas si mauvais que ça. Nous, on pense qu'il va y avoir une reprise progressive, graduelle, différente selon les zones. Il est probable que dans des zones qui sont vertes avec peu de circulation du virus, ça reprenne plus rapidement parce que les gens ont davantage de confiance. Et par contre, dans des zones qui sont rouges où il y a une forte circulation du virus, que les gens soient un peu plus réfractaires à prendre des décisions, à faire des visites et à acheter des biens immobiliers dans un premier temps. Donc, on va avoir des situations contrastées géographiquement, ça c'est à peu près certain. Il y a eu, il y a quelques semaines, un sondage pour le JDD de la part de personnes qui avaient en vue un achat immobilier. Il faut savoir que 52% des gens qui voulaient acheter avant le confinement souhaitent acheter et continuer à acheter dès la sortie du confinement, donc dès la semaine prochaine ou la semaine suivante, pour en tout cas reprendre tout de suite leur projet. Et les autres veulent reprendre leur projet probablement plutôt pour septembre. Il n'y a que 2% des gens qui comptaient finalement renoncer à leur projet immobilier. Donc ça donne une indication, il y a toujours une véritable envie d'acheter et on a l'impression que ça se décompose en 2 blocs, ceux qui veulent acheter tout de suite
et qui n'ont pas renoncé à leur projet à court terme, et ceux qui veulent se laisser un peu plus de temps, et donc avec un projet qui sera sûrement étalé dans le temps sur 3 à 6 mois. Merci Gabriel. Dans le prolongement de cette question, une question pour Sandrine. Alors, l'emprunt immobilier sera-t-il plus difficile à obtenir après le confinement, spécifiquement pour les primo-accédants et ceux qui, par exemple, n'ont pas beaucoup d'apports? Alors, d'un côté, je vais vous faire une réponse en 2 temps. L'emprunt immobilier ne sera pas plus difficile qu'avant le confinement pour les primo-accédants, puisque les banques avaient déjà durci leurs conditions d'octroi suite aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui avait demandé aux banques de prêter de façon plus raisonnable et raisonnée, donc en limitant et l'endettement et les durées de prêt. Donc mécaniquement, pour emprunter une somme suffisante dans laquelle vivre, enfin pour pouvoir acheter une surface dans laquelle vivre, si on ne peut pas ni augmenter l'endettement ni augmenter la durée, on est obligé d'avoir de l'apport pour pouvoir acheter le bien qui nous intéresse. Donc les banques avaient déjà tendance depuis le début de l'année à demander non plus 10% d'apport, mais plutôt 15 ou 20%. Donc 10% pour financer les frais et 5 à 10% de plus. Là, aujourd'hui, elles vont évidemment rester dans cette situation. Donc, il n'y aura pas vraiment de durcissement, mais aujourd'hui, ça va vraiment être un prérequis pour accéder à l'emprunt immobilier pour 2 raisons. Un, pour respecter toujours ces clauses, et 2, parce que si on anticipe une baisse des prix, qui sera peut-être que légère, mais c'est une façon pour les banques de se protéger. Ce qu'elles souhaitent, c'est vous prêter moins de 100% de la valeur du bien. Parce que quand vous empruntez sans apport, même pour financer les frais, on dit que vous empruntez à 110%. Et résultat, si le bien perd ne serait-ce que 10%, vous risquez d'avoir des difficultés à rembourser votre crédit dans les années à venir si vous devez vendre pour un divorce ou quelque chose comme ça. Donc, les banques aujourd'hui vont demander 10% d'apport pour les frais, mais également 5 à 10% et pour justement amortir la valeur du bien. Mais c'est aussi une demande qu'elles ont pour prouver votre solidité financière et pour faire face à un coup dur. Aujourd'hui, et ça c'est une notion qu'on a vu apparaître depuis 1 an, c'est l'épargne résiduelle après opération. La banque va demander à ce que vous ayez au moins 5 000 € de côté une fois l'apport mobilisé, ou sinon peut-être qu'elle ne mettra pas tout votre apport dans le projet, mais pour vous garder 5 000 € de côté. Parce que quand on arrive dans une maison, qu'on a acheté un peu trop loin du centre-ville, qu'il faut acheter finalement une 2e voiture, ou qu'il faut changer la chaudière et que ce n'était pas prévu, c'est dans ces cas-là qu'on peut se mettre en difficulté financière. Donc, pour l'instant, c'est uniquement du bon sens que la banque demande en effet un petit peu d'apport. Mais forcément, quand on vient de démarrer dans la vie professionnelle, quand on a 25 à 30 ans, c'est compliqué d'avoir réuni 15 000 € d'apport. Les banques en ont bien conscience. Donc, c'est vrai qu'il y a le risque quand même d'avoir certains emprunteurs qui vont être exclus du marché. Heureusement, il existe encore le prêt à taux zéro qui permet d'être une aide à l'emprunt. Merci Sandrine. Je vais prendre une dernière question pour Astrid. Pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, est-ce que ça signifie que les clients, du point de vue de l'assurance emprunteur, est-ce qu'ils seront surprimés du fait de leur profession? C'est une bonne question que je ne m'étais pas forcément posée. Parce que vous allez voir, ensuite, on va parler de tout ce qui peut changer à l'intérieur d'un contrat à cause du Covid. C'est en effet possible. Je ne sais pas, Kenji, est-ce que tu aurais une idée? Alors, pour moi, c'est assez peu probable et en tout cas, on n'a aucune directive, aucune piste de réflexion là-dessus avec les compagnies. Pour l'instant, ça n'est absolument pas prévu. Ouais, donc il y a peu de chances qu'il y a beaucoup de métiers de contact quand même. Donc, si on surprime tous les métiers de contact… Mais ça me semble compliqué. Donc, je ne pense pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucune piste qui nous permet de penser que ça sera le cas. Voilà. Merci à vous pour vos réponses. Donc, on va attaquer la partie 3. La partie 3, donc, qui est le marché de l'immobilier demain, enjeux et perspectives. Alors, cette fois, je vais démarrer. Donc, en fait, comment le Covid va transformer le marché de l'assurance emprunteur et même l'offre d'assurance emprunteur. Et je trouvais que c'était intéressant justement de rentrer un petit peu sur le côté construction d'un contrat, offre, prix, qu'est-ce que ça peut impacter.
Bon, déjà, il faut savoir, parce que la question, elle a été beaucoup posée, que le Covid, il est couvert comme toutes les autres maladies. Donc, ça veut dire que si demain, un emprunteur est en arrêt très longue durée ou bien décède du Covid, l'assurance de prêt indemnisera. Enfin, indemnise déjà et indemnisera. Est-ce que ce sera le cas demain? Là, c'est vraiment la question. Ça va vraiment dépendre de toutes les informations qu'on aura au bout de la crise sanitaire, enfin surtout de toutes les questions qu'on aura à propos de ce virus, toutes les réponses qu'on aura. Est-ce que si on l'a eu une fois, on peut le réattraper? Est-ce que si on l'a eu une fois, il y aura des dommages? Voilà, c'est des questions auxquelles pour l'instant on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'il est possible que pour les pays les plus touchés, ou ceux qui ont des moyens hyper restreints pour couvrir cette crise, justement, c'est tout à fait possible que demain, on surprime les expatriés ou bien les professionnels qui se déplacent beaucoup dans ces pays, exactement un peu comme on fait avec des pays atteints par Ebola ou même des pays en guerre. Donc, ça peut être dans cette même logique-là qu'on peut surprimer ce type de profil. Il est également possible que certains profils d'emprunteurs payent une surprime, comme par exemple les plus de 65 ans, les personnes à risque, comme ceux qui souffrent de surpoids, d'hypertension, maladies pulmonaires, enfin bref, tous ces profils qui ont été lourdement impactés par le Covid. Demain, demain, en tout cas, on peut peut-être leur demander de payer plus cher que les autres. On pense aussi, et ça j'en ai parlé avec quelques réassureurs, qu'il peut y avoir une question spécifique dans le questionnaire médical. Est-ce que vous l'avez eu, oui ou non? Et selon ça, ça peut engendrer également des exclusions de garantie ou encore des surprimes. Je voudrais faire un petit aparté en termes de couverture aussi sur la garantie perte d'emploi, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là, parce qu'en fait, elle n'a pas du tout pris le relais en cas de chômage partiel, parce que ce n'est pas dans ses fonctions, puisqu'en fait, elle couvre dans la très grande majorité des cas que les licenciements, et même plus spécifiquement les licenciements économiques. En fait, c'est une garantie qui coûte très cher, je crois qu'il n'y a que 1% des emprunteurs qui disposent de cette garantie dans leur contrat, et avec des délais de franchise et de carence importantes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est pas très rentable. Donc, on imagine que demain, dans l'atmosphère de crainte de l'avenir, qui va être assez nouveau pour nous tous, la peur que cette crise revienne, enfin, que ce virus revienne et que ça ait un impact plus lourd sur nos revenus, et sur notre emploi surtout. Donc, on pense vraiment que cette garantie, elle va susciter un vif intérêt de la part des particuliers et elle va certainement se développer pour mieux répondre aux besoins des futurs emprunteurs parce qu'aujourd'hui, elle répond quand même assez mal à ces besoins. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour la transformation de l'offre, la possible évolution de l'offre de l'assurance emprunteur. Côté marché, il est, je pense, pertinent de dire que 2020, c'est vraiment le marché du changement de l'assurance emprunteur, donc de la reprise. La reprise dans le sens reprise de contrat, je le précise. On pense que ça va vraiment se généraliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banques, déjà avant la crise, avec les taux très bas, elles commençaient à être de plus en plus strictes au moment de l'octroi du prêt, où les assez compliqué pour un emprunteur de choisir une assurance externe à celle du prêteur. Donc, en fait, on imagine facilement que les conditions demain seront encore plus compliquées parce que les banques elles vont peut-être avoir besoin de marge assez rapidement et on sait tous que les produits d'assurance sont des produits sur lesquels elles peuvent marcher très vite, elles peuvent marger intensivement, enfin, ça rapporte beaucoup d'argent puisque le marché de l'assurance emprunteur, c'est quand même 9 milliards d'euros et surtout, ça peut aller assez vite. Une fois qu'elles en vendent dans tous leurs contrats, hop, elles récupèrent rapidement du cash. Donc, on peut imaginer que ça peut être plus compliqué demain. Et en même temps, de l'autre côté, la législation, elle se tourne vraiment du côté du changement d'assurance emprunteur, notamment avec l'amendement Bourquin numéro 2 qui va en fait, qui propose, qui devait passer devant l'Assemblée, mais bon, ça a été un petit peu reculé, pile la semaine du confinement. Mais en tout cas, le but de cet amendement, c'est de sanctionner les banques qui n'informent pas leurs emprunteurs de leur droit au changement et qui aussi refusent les résiliations pour des motifs totalement illégitimes. Donc, voilà, c'est encore des petits feux verts qui montrent que ce sera vraiment 2020 le marché, l'année de la reprise d'assurance. On peut aussi se demander si, par exemple, Sandrine y reviendra peut-être tout à l'heure, mais si le taux d'usure qui a encore baissé ne va pas avoir un effet positif pour la délégation d'assurance, car pour faire passer un dossier intéressant, les banquiers vont être peut-être obligés de rogner sur leur propre assurance et mener le client vers la délégation. Bon, voilà, c'est vraiment des suppositions en analysant un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, il est certain que 2020, ce sera l'année à Montbourquin, voilà, l'année du changement de l'assurance. Merci Astrid. Sandrine? Donc oui, je suis d'accord avec ce que dit
Astrid. Et d'ailleurs, on a eu la question, il y a un des gros enjeux, un frein qu'on constate actuellement sur le marché immobilier, c'est le niveau des taux d'usure. Et ça peut être un frein à la reprise. Donc, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel une banque n'a pas le droit de prêter sous peine d'être exposée à des poursuites pénales. Donc, ce n'est pas qu'elle ne voudrait pas, c'est qu'elle n'a pas le droit de le faire. Le problème, c'est que les taux d'usure qui sont calculés par la Banque de France sur les taux des crédits accordés les 3 derniers mois ont été calculés sur des taux de crédit en baisse et résultat, le taux d'usure vient encore de baisser. Enfin, ils viennent encore de baisser au mois d'avril, alors même que les banques ont remonté leurs taux. Donc, on a ce qu'on appelle un effet ciseau. Et aujourd'hui, c'est un gros sujet, notamment pour des petits profils. Je vous prends un exemple très simple. Sur 25 ans, il y a beaucoup de banques qui ont fortement augmenté leurs taux, notamment pour les plus bas revenus, et qui prêtent à 2% sur 25 ans. Or, le taux de l'usure est à 2,51%. Et le taux de 2% est hors assurance. Dès lors qu'on rajoute l'assurance, les frais de garantie, les frais de dossier des banques qui ont également malheureusement beaucoup augmenté, qui peuvent être de 1000, 1500 euros, et également les frais de courtage, on dépasse le taux de l'usure et ces profils ne sont pas finançables. Et cette problématique, on pouvait l'avoir l'année dernière sur des gens plutôt âgés, on l'a aujourd'hui sur un panel beaucoup plus large d'emprunteurs. Donc ça, c'est vraiment un premier frein à la reprise, parce que ça vient également exclure mécaniquement toute une partie des emprunteurs. Donc nous, là, on milite, donc chez Vous Financer, mais aussi au sein de l'APIC, qui est l'association professionnelle des courtiers, on milite pour qu'il y ait un nouveau mode de calcul du taux d'usure qui permette de plus tenir compte des différences et des écarts de taux entre les banques et selon les profils. Et on milite aussi pour un assouplissement des critères des banques, puisque là, ça va vraiment être la clé de la reprise. Je pense que la demande des emprunteurs, la demande des Français pour l'immobilier, elle va être là, mais je laisserai Gabriel en parler. Mais il y a eu énormément de fluctuations sur la bourse qui apparaît maintenant comme un produit très volatile. On a un peu laissé de côté la réforme des retraites, mais il va falloir y revenir une fois que tout sera derrière nous. C'est quand même la meilleure façon de se protéger et de préparer sa retraite, c'est d'acheter de l'immobilier. Donc, je pense qu'on va avoir un marché qui va quand même malgré tout rester dynamique, à condition que les gens puissent encore emprunter, puisque 80% des achats immobiliers se font via un emprunt. Merci Sandrine. Je passe la parole à Gabriel. Oui, tout à fait en phase avec ce que dit Sandrine. On s'attend, comme je le disais, à une reprise progressive et différenciée selon les zones géographiques en fonction aussi de la circulation du virus. On pense, et ça correspond aussi à certaines questions, donc j'en profite pour y répondre, qu'évidemment les vendeurs seront encore sur le marché parce qu'ils n'ont pas de raison de ne plus l'être. Il faut savoir qu'en immobilier, on utilise souvent un terme qui est les 4D. Pour toutes les ventes contraintes, c'est-à-dire les divorces, les décès, les dettes et les déménagements. Et malheureusement, avec la période qu'on va traverser, les 4D qui font que l'essentiel des ventes, finalement, et l'essentiel des mises en vente de la part des vendeurs, c'est une part qui va encore augmenter. Donc, les vendeurs devraient toujours être sur le marché. Les acheteurs également, hein, on en a parlé quand je vous donnais quelques éléments, quelques indices sur les chiffres Safety et sur l'enquête du JDD où il n'y avait que 2% des gens qui renonçaient à leur projet immobilier. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est une valeur refuge et encore plus en phase de crise. Hein, les gens se disent, et moi je l'entends aussi, hein, on veut avoir un toit à soi. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais au moins j'aurai un toit à moi. Et il faut savoir que on a 62% de propriétaires en France, donc 38% de gens qui ne sont pas encore propriétaires et qui se disent j'ai envie de me protéger de cette manière-là. Autre élément qui est important au niveau des acheteurs, et là c'est une tendance qu'on a suite au confinement, et je réponds aussi à une question qui a été posée sur le sujet, il y a vraiment une envie de grand air, une envie de verdure, une envie d'espace, et donc beaucoup de gens qui se retrouvent dans des centres-villes, notamment dans les grands centres urbains et à Paris, ont pris la décision, semble-t-il, de commencer à regarder, pourquoi pas d'acheter un peu plus loin, soit en banlieue, soit dans des villes de taille plus moyenne, soit même à la campagne, en faisant davantage de télétravail. Et donc, il y a une évolution, on verra si c'est une lame de fond, une tendance de fond ou uniquement conjoncturelle, pour se dire, voilà, on va acheter des maisons plus loin, mais plus grandes et avec des jardins. Et enfin, Sandrine l'a dit, l'investissement immobilier, c'est probablement l'un des meilleurs investissements sur le long terme parce que c'est relativement rentable, entre 3 et 6% de rentabilité, là où le livret A est à 0,5%, vous imaginez, 0,5%.
Et puis, il n'y a pas ce même niveau de risque et de fluctuation que la bourse, qui a perdu 40% en 3 semaines, qui en a repris 15%, mais qui se retrouve encore à moins 25% par rapport à ce que c'était encore au mois de février dernier. Donc, il nous semble que malgré tout, malgré cette situation qui est inédite et assez complexe, les acheteurs seront au rendez-vous, les vendeurs, bien évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient plus sur le marché. Et s'il y a ces deux acteurs clés dans l'immobilier, on pense que si les banques jouent le jeu, on aura bien sûr encore un volume intéressant en termes de transactions. Merci Gabriel. On va passer aux questions. J'ai beaucoup de questions. On va essayer de répondre au maximum de questions. De toute façon, pour ceux à qui on ne va pas pouvoir répondre en direct, on y répondra et vous les recevrez de toute façon par mail, les réponses. J'ai une question de Michel qui nous demande quelle perspective donc, pour le marché de l'immobilier, mais est-ce qu'il va y avoir une baisse des prix ou pas? Alors là, c'est pareil, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne aussi des indications. C'est que dans la précédente grande crise en 2008, les prix n'ont baissé que de 7% finalement sur 12 mois, alors que la crise, tout le monde ne s'en souvient pas forcément, mais d'un point de vue immobilier, avait été terrible, mais c'était seulement 7% de baisse. Ce qui avait surtout baissé, c'était le volume de transactions. Donc ça donne une première indication. Une deuxième indication, c'est se dire, ces 4 dernières années, les prix ont augmenté de 11%, dont 3,7% sur l'année 2019. Probablement que ce qui est en train de se passer va faire qu'on ne sera plus dans une phase de hausse des prix, mais on peut imaginer malgré tout qu'il y aura une stabilité des prix ou une légère baisse des prix, comme ça avait été le cas en 2008-2009. Mais en tout cas, je vois de temps en temps certains qui disent « et s'il y avait un effondrement des prix de l'immobilier », c'est quelque chose qu'on n'envisage pas sérieusement, à vrai dire. Donc probablement une stabilité des prix ou une légère baisse, avec là encore des grandes distorsions selon les régions, des grandes disparités. C'est vrai que les zones qui ont augmenté le plus en termes de prix, probablement qu'on sera davantage vers une stabilité. Celles qui étaient en niveau de stabilité, on sera probablement vers une baisse légère. Merci Gabriel. J'ai une question pour Sandrine. D'ailleurs, plusieurs questions. Vous êtes plusieurs à avoir posé cette question. Donc, depuis plusieurs mois, l'idée, c'est de dire il y a une politique belliqueuse, en tout cas, c'est tendu entre les banques et les courtiers. Et donc, est-ce que l'épisode du Covid, du coup, est-ce que ça va permettre un changement positif, négatif? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'on va faire machine arrière? Est-ce que les banques vont faire machine arrière sur ce pan-là? Alors, j'espère que des banques nous écoutent. Non, j'en sais rien, mais… Il y en a qui nous écoutent, hein, j'ai vu les inscriptions. C'est une bonne question parce qu'en effet, on peut dire que toutes les cartes sont actuellement rebattues depuis la mise en place de cette épidémie. Il faut revenir légèrement en arrière pour pouvoir se faire une idée et comprendre ma réponse. 2019, année record pour l'immobilier, énormément de demandes de prêts, plus d'1 million de transactions, des renégociations qui viennent en plus s'ajouter aux demandes de crédit pour des acquisitions. Donc, en gros, les banques ont considéré qu'elles n'avaient qu'à se baisser pour ramasser des clients. Or, en parallèle, les consommateurs, eux, ont besoin de comparer, d'expertise et d'accompagnement. Donc, la part de marché des courtiers a augmenté pour passer en moyenne à 40%. Mais dans un marché explosif, les banques se sont dit, peut-être dans leur modèle économique, à raison, mais pourquoi passer par un courtier alors que finalement, les emprunteurs viennent nous voir spontanément? Donc, c'est ce raisonnement-là qui a entraîné, en effet, des tensions entre les courtiers et les banques. Janvier-février, on a eu encore une très forte demande, donc les tensions se sont évidemment poursuivies. Et là, suite à ce marché sur pause pendant 2 mois, en fonction de la vitesse du redémarrage, les banques se sont de toute façon fixé des objectifs de production de crédit qu'elles vont devoir atteindre. Si les banques prêtent pour que les gens achètent de l'immobilier, ce n'est pas par pur altruisme, c'est uniquement parce que le crédit immobilier est le moyen pour elles de conquérir des nouveaux clients, normalement sur une période de 7 à 9 ans, qui est la duration moyenne d'un crédit immobilier. Donc, si les banques font du crédit, c'est pour capter des nouveaux clients. Donc, elles ont besoin de faire du crédit. Et elles savent que maintenant, les courtiers sont un canal majeur de conquête de nouveaux clients. Donc, je pense qu'en effet, le besoin de clients des banques pourrait venir atténuer les tensions entre banques et courtiers, autant qu'on va pouvoir servir de filtre, notamment en évaluant la capacité d'emprunt des acheteurs,
en les reciblant, en leur permettant de se recibler sur des projets effectivement finançables, en montant le dossier et en finalement en leur mâchant un peu le travail. Donc, les banques ont besoin de nous et les emprunteurs nous sollicitent. Donc, peut-être qu'en effet, elles vont à nouveau nous laisser une place qui aura été faite par le Covid. Merci Sandrine. Une nouvelle question de François. Est-ce que vous pensez que les renégociations de prêts vont s'effondrer en 2020 du fait de la hausse des taux, du confinement, plus la priorité des banques, etc. Et si oui, dans quelle mesure? Alors, on en avait pas mal en début d'année encore, puisque on n'avait pas encore eu de remontée des taux de crédit. Là, les taux ont remonté de 0,30 à 0,50% en moyenne, donc ça rend moins intéressantes certaines renégociations. Mais il y a pour autant toujours des réfractaires à la paperasse. Et on a encore des gens qui avaient pris un crédit en 2016. On a oublié, mais on était à 2,50% en moyenne sur 20 ans, qui peuvent aujourd'hui renégocier sur 15 ans à 1,5%. Donc oui, il y a encore un intérêt à renégocier son crédit, tout à fait. Les banques les prenaient moins évidemment pendant le confinement parce qu'elles devaient prioriser les dossiers de transactions qui étaient tenus par des délais légaux, des conditions suspensives. Mais là, il n'y a pas de raison qu'elles ne reprennent pas les renégociations de prêts. Elles n'ont rien contre. Voilà, il faut juste qu'il y ait un point d'écart ou 0,7% d'écart sur les dossiers les plus récents pour que l'opération soit intéressante. Mais oui, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait plus de renégo. Mais mécaniquement, la hausse des taux va faire que le mouvement de renégo va baisser. L'année dernière, c'était encore 25% des crédits. On devrait tomber cette année à 10 ou 15%. Merci. J'ai une question de Patrick. Les marchés de taux tels que l'OAT10 étant revenus au niveau de janvier 2020, comment expliquez-vous une telle hausse de taux actuelle et future? Le risque est-il la seule raison? Alors, en effet, il y a deux raisons, mais on pourrait s'interroger. Là, on a un OAT qui, ce jour, était à moins 0,06%, donc voilà, proche de zéro, voire légèrement négatif. Donc, comment expliquer cette hausse des taux de 0,30 à 0,5 alors qu'on dit que les banques prennent comme référence le taux d'emprunt d'État? Donc, en effet, il y a d'autres raisons. J'en vois trois majeures. La première raison, c'est que pendant le confinement, il y avait moins de banques qui pouvaient prendre les nouveaux dossiers de prêt. Donc, celles-ci, étant moins tenues par la concurrence, du coup, ont augmenté leur dossier de prêt. C'est un peu comme votre commerçant du coin qui est le seul chez qui vous pouvez encore aller, qui du coup augmente ses prix. Donc, on a eu ce phénomène-là. Mais plus sérieusement, je dirais que les deux autres raisons sont les plus importantes. On a vu que les agences de notation avaient mis une perspective négative sur les banques françaises, c'est-à-dire que les banques pourraient voir leur note dégradée. Et quand la note est dégradée, ça veut dire que les banques elles-mêmes vont avoir un coût de la ressource et vont elles-mêmes emprunter l'argent plus cher. Donc, elles anticipent une hausse de leur coût de refinancement qu'elles répercutent d'ores et déjà sur les taux. Et la deuxième raison valable est liée également au risque. Elles anticipent aussi un risque plus accru de non-remboursement des prêts. Donc, on a une prime de risque qui est plus élevée à cause de la situation économique. C'est essentiellement ces deux raisons. Merci. J'ai une question pour Gabriel. Question de Gérald qui nous demande les recherches actuelles d'un bien immobilier se font-elles plus pour des maisons ou pour des appartements? Les deux, hein. Comme toujours les deux, mais comme je le disais, il y a une tendance liée au confinement, une tendance un peu nouvelle de dire, notamment pour ceux qui habitent dans les grands centres urbains, de dire et si j'allais un peu plus loin dans une ville de taille plus moyenne ou dans une zone semi-rurale pour aller respirer du grand air et également pour pouvoir bénéficier d'une maison et d'un jardin. Donc il y a un peu plus de demandes sur les maisons, mais il en reste évidemment sur les appartements dans les centres urbains, évidemment. Merci Gabriel. J'ai une question. Bonjour, les dossiers d'achat-revente seront-ils plus compliqués à traiter? Il dit que pour l'instant, les banques qui traitent ce type de dossier sont fermées. Merci pour votre réponse. Ah oui. Donc, mais je ne sais pas, Gabriel, vous avez peut-être une réponse? Non, on n'est pas spécialisé là-dedans, très peu, donc j'ai pas de visibilité. Oui, non, mais c'était en effet plus une question pour nous. Donc, en effet, le problème peut se poser pour ceux qui ont actuellement un bien en vente et qui veulent ensuite, qui ont déjà acheté un bien et qui veulent vendre le leur. Donc, soit on fait un crédit relais pour une durée de 1 an renouvelable, soit on fait un crédit achat-revente avec le rachat du capital restant dû,
qui a un montage qui permet d'avoir plus de temps pour revendre son bien et qui permet d'être moins étranglé par une double ou triple mensualité de prêt. Donc, en effet, il y a une banque spécialisée dans le prêt achat-revente qui n'accorde plus de nouveaux crédits. Le souci de toute façon de cette banque, c'est qu'elle a des taux très élevés et que beaucoup de projets dépassent le taux d'usure. Mais il y a plein d'autres banques qui font également ce système de prêt achat-revente, prêt relais rachat, prêt global immobilier. Il y a plusieurs noms. Donc, il est encore possible, évidemment, d'acheter avant d'avoir vendu. Alors, peut-être que dans la période actuelle, il serait plus raisonnable de faire l'inverse, mais en tout cas, des solutions sont là. Et du coup, j'en profite pour ceux qui auraient un crédit relais. Là aussi, des solutions peuvent être trouvées avec la banque. De toute façon, comme le marché a été très dynamique en 2019, souvent les gens n'ont pas leur crédit relais depuis plus de 3, 6 mois, 9 mois maximum. On peut aller jusqu'à 1 an, voire demander le renouvellement de la période de 1 an. Les banques sont solidaires avec la période et sont prêtes évidemment à allonger les délais, donc pas d'inquiétude. Et lorsqu'une banque fait un crédit relais, elle le fait sur la base de 70% de la valeur du bien. Et comme personne ne prévoit un effondrement de prix de 30%, voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait de pertes financières liées à cette estimation. Donc voilà, il faut rester serein. Et il est donc toujours possible de faire des achats-reventes, mais pas encore dans la banque spécialisée, qui, je suis sûre, va rouvrir à partir de mi-mai. Merci Sandrine. Écoutez, on continuera de répondre aux autres questions directement après le live, et donc vous recevrez la réponse par mail. Le live va bientôt toucher à sa fin. Avant de conclure, je souhaiterais inviter des personnes, si dans l'auditoire vous avez si vous avez envie d'intervenir pour venir appuyer quelque chose, un sujet qu'on a évoqué, si vous êtes pas d'accord avec ce qui a été dit. Dans ce cas-là, n'hésitez pas dans l'onglet questions à me notifier comme quoi vous souhaitez intervenir. On a vu en tout cas, merci à Sandrine, Astrid et Gabriel. Merci pour nous avoir partagé votre point de vue pour les réponses aux questions des participants. Merci à vous tous pour l'intérêt que vous avez porté à ce live. Vous allez recevoir un mail après avec le replay et également nos différents contacts si vous souhaitez poser des questions. Parce qu'en fait, Kenji, je crois que c'est moi qui t'ai dit que quand on répondait à l'onglet questions, c'est envoyé par mail, mais je ne suis pas certaine. Donc voilà, à voir si on décortique les questions et qu'on récupère les adresses mail, on verra. Mais on va essayer de vous répondre à tous. Et en tout cas, voilà, dès le live, dès la fermeture du live, vous êtes supposés recevoir nos contacts et un replay du live. Voilà. Et merci à tous d'être venus partager ce moment avec nous. J'espère que le live vous a plu. Je remercie aussi Clarisse qui nous a aidés dans la conception de ce live. Et juste avant de vous laisser, donc, je vous annonce les prochains lives à ne pas manquer. Donc, jeudi 14 mai, on traitera de la sélection médicale, facteur clé dans l'obtention du prêt. Mardi 19 mai, on fera une spéciale CGP, donc comment se différencier grâce à l'assurance emprunteur, approche patrimoniale et professionnelle. Et enfin, jeudi 28 mai, on fera un focus sur Simulasure, développer et faciliter l'emprunteur avec Simulasure. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très vite. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.